Décembre 1944. L'air glacial de la forêt de Hurtgen coupait la peau comme des lames, annonçant une autre nuit brutale dans la bataille des Ardennes. La neige, épaisse et impitoyable, couvrait tout, transformant le paysage en un linceul blanc et traître. Le sergent Elias Vance, un homme dont les yeux bleus voyaient plus que la plupart, était recroquevillé dans sa tranchée improvisée, le froid lui glaçant les os. Il serrait ses jumelles contre ses yeux, sa respiration formant de petits nuages de vapeur qui se dissipaient dans le crépuscule. C'est alors qu'il vit, pas un ennemi, mais une ombre, un mouvement presque imperceptible entre les arbres qui n'auraient pas dû être là. Un motif, quelque chose qui ne collait pas à la logique du camouflage standard. Il entendit quelque chose qu'il n'aurait pas dû et sut que, sans une action immédiate et drastique, ces hommes et les chars seraient anéantis à l'aube. Voici l'histoire de comment il a enfreint toutes les règles, et pourquoi l'armée a tenté d'enterrer ce qui s'est passé ensuite. Elias Vance n'était pas un soldat ordinaire. Bien que son grade ne soit que sergent, son esprit fonctionnait d'une manière particulière, presque artistique. Ayant grandi dans une ferme isolée du Maine, il avait passé son enfance à observer la nature, à comprendre les motifs de lumière et d'ombre, les textures et les couleurs qui permettaient à la faune de se fondre dans l'environnement. Sa compétence spéciale n'était pas la force brute ou une visée impeccable, mais une intuition presque surnaturelle pour le camouflage et la tromperie visuelle. Il parvenait à voir ce qui était caché, et plus important encore, savait comment cacher ce qui ne devait pas être vu. Dans l'hiver implacable des Ardennes, où la neige dictait la visibilité, cette compétence devint un atout inestimable. À ses côtés, mais sur un plan hiérarchique rigoureusement opposé, se trouvait le capitaine Arthur Sterling. Sterling était la personnification du règlement. Chaque uniforme impeccable, chaque ordre précis, chaque mouvement calculé. Pour lui, les règles n'étaient pas des suggestions, mais la colonne vertébrale même de l'ordre militaire. Homme aux principes solides et à la fois inébranlables dans les protocoles, Sterling voyait la guerre comme un jeu d'échecs, où chaque pièce avait sa place et sa fonction prédéterminée. Il respectait Vance pour son courage et sa loyauté, mais se méfiait profondément de sa tendance à sortir des sentiers battus, à improviser de manière qui semblait dangereusement proche de l'insubordination. Le décor dans lequel se déroulait ce drame était l'enfer blanc de la bataille des Ardennes. L'avancée allemande, connue sous le nom d'offensive des Ardennes, avait pris les forces alliées par surprise. Le rugissement lointain de l'artillerie était une bande-son constante pour la peur. L'odeur de poudre brûlée se mêlait à l'odeur métallique du sang et à l'haleine glaciale de la mort. Les soldats américains, épuisés et démoralisés, supportaient à peine le froid atroce, avec des températures chutant à 20 degrés. Chaque souffle était un nuage de vapeur, chaque pas dans la neige profonde un effort herculéen. L'humidité pénétrait les vêtements, transformant les uniformes en armures de glace. Le moral était bas, les lignes de ravitaillement précaires. Au milieu de ce chaos gelé, un petit détachement de 15 chars Sherman, vitaux pour la défense d'un carrefour stratégique, était positionné dans une clairière adjacente à la forêt, attendant des ordres pour une contre-attaque désespérée. Ils étaient le dernier espoir pour contenir l'avancée ennemie dans ce secteur, mais ils étaient exposés, visibles. La neige brillait sous le clair de lune, transformant chaque Sherman en une cible criante sur la toile monochrome. Le désespoir était palpable, un lourd fardeau que Vance sentait dans chaque fibre de son être, car il savait que la mort les attendait si rien n'était fait. Il devait agir, et vite. L'intuition de Vance n'était pas une simple supposition, c'était une vision aiguisée, entraînée par la nécessité et l'observation minutieuse. Cette nuit-là, sous la lumière fantomatique de la lune reflétée par la neige, il ne voyait pas seulement les contours des arbres ou les ombres allongées. Ses yeux discernaient une anomalie subtile dans le manteau blanc qui couvrait les positions ennemies. Le camouflage allemand, généralement efficace, possédait une teinte presque imperceptible, une texture qui ne se fondait pas parfaitement avec la neige vierge. C'était comme une note légèrement fausse dans une symphonie silencieuse. Il réalisa que l'ennemi avait utilisé une peinture de camouflage spécifique pour la neige, mais elle avait une signature visuelle, un éclat presque métallique dans certaines conditions de lumière, différent de l'opacité naturelle des flocons. Et ce qui l'alarma encore plus fut la façon dont ce camouflage se détachait sous un angle spécifique, le même angle depuis lequel les chars Sherman étaient exposés. La découverte ne s'arrêta pas là. Avec ses jumelles,
Vance cartographia mentalement les points d'observation ennemis, réalisant qu'ils étaient sur des positions élevées, avec une ligne de mire claire sur la clairière où reposaient les Sherman. Il ne s'agissait pas seulement d'être vus, c'était un piège méticuleusement planifié. À l'aube, lorsque la lumière commencerait à dissiper la brume et la neige, les chars seraient des cibles faciles, des silhouettes criantes sur le fond blanc. Leur propre Sherman, peint en vert olive standard et couvert de bâches blanches improvisées, était une blague de mauvais goût pour les yeux entraînés de Vance. La bâche ne faisait qu'accentuer les formes anguleuses des véhicules, les transformant en de gigantesques tombes métalliques attendant d'être ouvertes. Il sentit un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec le froid. La mort n'était plus qu'à quelques heures. Il eut une idée, une étincelle d'inspiration qui semblait être de la folie mais qui, dans son esprit, était le seul espoir. Ils avaient besoin d'un vrai camouflage, pas de rapiessage. Ils avaient besoin de quelque chose qui ferait disparaître les Sherman dans la neige, absorbant et reflétant la lumière de la même manière que l'environnement. Et l'ironie était que la solution semblait être entre les mains de l'ennemi. La peinture qu'ils utilisaient, malgré ses petits défauts, était bien supérieure à ce que les Alliés avaient pour le terrain enneigé. Vance savait qu'il avait besoin de ces bidons de peinture allemande, même si cela signifiait une audace sans précédent. Le cœur battant la chamade, Vance rampa hors de sa tranchée, la neige crissant sous ses bottes. Il devait parler au capitaine Sterling. Il trouva le capitaine dans un petit poste de commandement improvisé, une tente humide et froide, éclairée par une lampe à pétrole qui chassait à peine les ombres. L'odeur de café brûlé et de sueur imprégnait l'air. Sterling, penché sur une carte, analysait les lignes de front avec un sérieux presque monacal. Ses lunettes à monture fine reposaient sur le bout de son nez et il leva à peine la tête lorsque Vance entra, le visage marqué par la fatigue. « Capitaine, il faut qu'on parle des Sherman », commença Vance, la voix urgente mais contenue pour ne pas alarmer les quelques autres soldats présents. « Ils sont exposés. L'ennemi a une ligne de mire claire et un camouflage supérieur. À l'aube, ce sera un massacre. » Sterling leva les yeux, l'expression impassible. « Sergent, je sais que la situation est grave. Nous sommes conscients des risques. Nos ordres sont de tenir la position jusqu'à l'arrivée des renforts ou jusqu'à ce que nous recevions des ordres de contre-attaque. Les chars sont là où ils doivent être. Mais, capitaine, leur camouflage est inefficace, insista Vance, la voix gagnant une nuance de désespoir. J'ai vu les positions ennemies. Ils utilisent une peinture différente, une qui se fond mieux dans la neige. Si nous pouvions mettre la main sur cette peinture, ou quelque chose de similaire, nous pourrions repeindre les Sherman, les faire disparaître. Un silence tendu plana dans l'air. Sterling retira ses lunettes et les essuya lentement. « Sergent Vance, je comprends votre inquiétude et j'apprécie votre initiative. Mais nous sommes en guerre, pas dans un atelier d'artistes. Il n'y a pas de temps pour repeindre des chars, encore moins avec des fournitures ennemies. Nos protocoles de camouflage sont clairs et le temps est un luxe que nous n'avons pas. Toute déviation du plan officiel nécessite l'approbation du commandement supérieur, et cela prendrait des jours, peut-être des semaines. Nous n'avons ni la peinture, ni le personnel, ni l'autorisation pour une opération aussi excentrique. Mais capitaine, il n'y a pas de temps. Ils seront détruits avant qu'une quelconque approbation n'arrive. » Vance sentit la frustration monter. « Mon intuition me dit que c'est le seul moyen de les sauver. Je peux le faire. Je sais comment. Si vous me donnez juste quelques heures et quelques hommes, nous pouvons... » Sterling l'interrompit, la voix ferme mais sans colère. « Sergent, votre enthousiasme est louable mais dangereux. Je comprends que vous ayez une compétence spéciale pour ces choses, mais la guerre n'est pas une question d'intuition. C'est une question de discipline et de respect des ordres. Nos actions sont régies par des manuels, pas par des pressentiments. Je ne peux pas vous permettre de risquer des hommes et des ressources dans une entreprise non autorisée et, franchement, improbable. Concentrez-vous sur votre section et préparez-vous à ce qui vient. Il n'y a pas d'écart par rapport au plan. » La porte de la tente se referma derrière Vance, mais le froid qu'il ressentait maintenant était intérieur. Le système, les règles, la bureaucratie, tout cela formait un mur infranchissable, aussi glacial et impénétrable que la neige dehors. Il savait que le capitaine Sterling n'était pas un ennemi, mais un homme d'honneur, prisonnier des chaînes du protocole. Et cette adhésion, si vitale en temps d'ordre, était maintenant une condamnation à mort. Les Sherman étaient condamnés, et avec eux, l'espoir de contenir l'avancée ennemie.
Mais Vance ne pouvait pas l'accepter. Pas quand la solution, aussi insensée fût-elle, était si claire dans son esprit. Il devrait agir seul. La nuit était jeune et le temps pressait. La porte de la tente se referma derrière Vance, mais le froid qu'il ressentait maintenant était intérieur. Le système, les règles, la bureaucratie, tout cela formait un mur infranchissable, aussi glacial et impénétrable que la neige dehors. Il savait que le capitaine Sterling n'était pas un ennemi, mais un homme d'honneur, prisonnier des chaînes du protocole. Et cette adhésion, si vitale en temps d'ordre, était maintenant une condamnation à mort. Les Sherman étaient condamnés, et avec eux, l'espoir de contenir l'avancée ennemie. Mais Vance ne pouvait pas l'accepter. Pas quand la solution, aussi insensée fût-elle, était si claire dans son esprit. Il devrait agir seul. La nuit était jeune, et le temps pressait. Le poids de la responsabilité écrasait Vance. Il pouvait voir les silhouettes des chars Sherman au loin, sous la lumière fantomatique de la lune, chacun d'eux une cible potentielle pour l'artillerie allemande qui, il le savait, se préparait pour l'attaque matinale. L'image de ces hommes, de ses camarades, massacrés par une bureaucratie aveugle, était insupportable. Une vague d'adrénaline, mêlée à une fureur froide, parcourut son corps. Les règles comptaient, oui, mais pas plus que les vies qu'il avait juré de protéger. Si le système ne pouvait pas sauver ces hommes, alors lui, Elias Vance, le ferait, quoi qu'il en coûte. L'insubordination, autrefois un murmure dangereux dans son esprit, devenait maintenant une nécessité indéniable, une flamme ardente au milieu de la glace. Il se retira dans l'obscurité, observant le peu de mouvement dans le camp. La nuit était son allié. Sa compétence spéciale ne se limitait pas seulement à voir les motifs de camouflage, mais aussi à comprendre la logique derrière la logistique ennemie. Si les Allemands avaient cette peinture spéciale pour la neige, ils devaient avoir un dépôt, un point de ravitaillement non loin, peut-être dans une position avancée que les Alliés n'avaient pas encore consolidée ou qui avait été abandonnée à la hâte. Il fouilla dans sa mémoire les cartes mentales qu'il avait construites lors des patrouilles de reconnaissance. Il y avait une vieille grange, à environ 2 kilomètres au-delà des lignes ennemies, qui avait été utilisée comme poste d'observation et potentiellement comme point de réapprovisionnement. C'était un pari risqué, mais c'était le seul qu'il avait. Le défi n'était pas seulement d'y arriver, mais aussi de revenir avec 40 gallons de peinture. 40 gallons, c'était lourd, près de 200 kilos. Il aurait besoin de quelque chose pour les transporter. Ses yeux tombèrent sur un traîneau improvisé, utilisé pour transporter des munitions, appuyé contre une tente. Personne ne remarquerait son absence dans l'obscurité, ou du moins il l'espérait. Il prit le traîneau et, avec un soin méticuleux pour ne pas faire de bruit, commença à se déplacer. Chaque pas dans la neige fraîche était un test pour les nerfs, chaque ombre une menace potentielle. Le vent hurlait, couvrant le son de ses mouvements, une bénédiction déguisée. Traverser les lignes américaines fut relativement facile. Les sentinelles, épuisées et engourdies par le froid, remarquèrent à peine sa silhouette élancée se fondant dans les ombres. Mais la véritable traversée commençait maintenant. Il se glissa dans le No Man's Land, un couloir glacial et mortel entre les positions ennemies et alliées. L'odeur de métal et de terre gelée flottait dans l'air, et le silence n'était interrompu que par le craquement occasionnel de branches sous ses pieds et les battements accélérés de son propre cœur. Il se déplaça tel un fantôme, utilisant chaque dépression du terrain, chaque buisson couvert de neige, comme couverture. Ses instincts, affûtés par des mois de combat, le guidaient. Finalement, après ce qui parut une éternité, il aperçut la grange. Elle semblait inhabitée, une structure sombre et silencieuse se découpant sur le paysage blanc. Mais Vance savait que le calme pouvait être trompeur. Il s'approcha avec une prudence chirurgicale, les sens en alerte maximale. L'intérieur de la grange était froid et sombre, mais une odeur âcre de peinture et de kérosène emplit ses narines. Un frisson de triomphe le parcourut. Elles étaient là empilées dans un coin, les bidons de peinture de camouflage allemande, dans de grandes et robustes boîtes métalliques. Exactement ce dont il avait besoin. 40 gallons. Le gros du travail commença. Chaque boîte était un fardeau, et le froid lui faisait mal aux doigts et les engourdissait. Il les traîna jusqu'au traîneau, une par une, la sueur coulant sur son front, malgré les températures glaciales. La peur d'être découvert, d'être pris en flagrant délit de vol de fournitures ennemies, était une montée d'adrénaline constante. Ce serait une exécution sommaire si les Allemands le prenaient, et la cour martiale si les Alliés le prenaient.
Il était un homme sans armée à cet instant, juste un soldat avec une mission. Le traîneau chargé à la limite, il entama le long et ardu voyage de retour, chaque traction étant une bataille contre le poids, la neige et le temps qui s'écoulait inexorablement. L'aube approchait. Le voyage de retour fut encore plus atroce. Chaque traction sur le traîneau était une agonie, les muscles brûlant d'effort et de froid. Le traîneau, lourd des 40 gallons de peinture, s'enfonçait dans la neige poudreuse, exigeant une force surhumaine pour être déplacé. Tous les quelques mètres, Vance devait s'arrêter, haletant, la vapeur s'échappant de ses lèvres en nuages denses. Il savait que le temps était son ennemi le plus implacable. L'horizon à l'est commençait déjà à s'éclaircir d'une teinte gris pâle, un présage de l'aube qui apporterait avec elle la vision mortelle des tireurs et de l'artillerie allemand. Le risque d'être attrapé, tant par l'ennemi que par ses propres officiers, planait au-dessus de lui comme une épée de Damoclès gelée. C'était un homme en mission suicide, mais l'image des Sherman exposés et des hommes à l'intérieur le poussait à avancer. Finalement, alors que son corps protestait de toutes ses fibres, Vance aperçut à nouveau les lignes américaines. Le retour fut encore plus tendu que le départ. Il devait passer les sentinelles sans éveiller les soupçons. D'un dernier effort, il se glissa à travers une section moins patrouillée, entre deux postes de garde, comptant sur l'obscurité déclinante et la fatigue des soldats de garde. Une sentinelle, le fusil détendu et le corps courbé contre le froid, leva à peine la tête lorsque Vance passa, sa silhouette presque invisible dans la pénombre, le traîneau camouflé par la neige qui le recouvrait. Vance ressentit un soulagement momentané, mais savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Il avait la peinture, mais comment peindrait-il 15 chars avant le lever du soleil? Il se dirigea directement vers la zone de maintenance, un amas de tentes et de véhicules partiellement camouflés. Là, il trouva le caporal Miller, un mécanicien jeune mais loyal, que Vance avait formé et qui lui faisait aveuglément confiance. Miller réparait le moteur d'une Jeep, le visage sale de graisse et le corps tremblant de froid. « Miller », souffla Vance, la voix rauque, « j'ai besoin de ton aide. » Et de quelques autres hommes de confiance. Maintenant, l'urgence dans la voix de Vance était sans équivoque. Miller, sans poser de questions, hocha simplement la tête, ses yeux curieux fixés sur le traîneau couvert de neige. En quelques minutes, Vance avait rassemblé 4 autres soldats, des hommes qui avaient combattu à ses côtés pendant des mois et qui, comme Miller, avaient une foi inébranlable en son jugement. Vance ne perdit pas de temps en détour. Le capitaine Sterling a refusé. « Nos Sherman seront des cibles faciles à l'aube. J'ai volé de la peinture de camouflage allemande. Nous allons peindre les chars. Maintenant, avant que le soleil ne se lève. C'est un ordre non officiel, mais c'est la seule chance que nous ayons. » Un lourd silence plana dans l'air, non pas d'incrédulité, mais d'une terrible compréhension de la gravité de la situation. L'insubordination était claire, la cour martiale une possibilité réelle, mais l'alternative était la mort certaine. La loyauté envers Vance et l'instinct de conservation prirent le dessus. Les hommes hochèrent la tête, leur visage durci par la résolution. Poussé par l'urgence du temps qui jouait contre eux, le petit groupe de 5 hommes se dirigea vers la clairière où les chars étaient stationnés. Le froid était atroce, mais l'adrénaline les gardait au chaud. Ils ouvrirent les boîtes de peinture, l'odeur forte et chimique du mélange allemand emplissant l'air glacial. Avec des pinceaux improvisés et même des morceaux de tissu, ils commencèrent à couvrir les surfaces vert olive des Sherman. Vance supervisait chaque char, sa compétence spéciale étant pleinement utilisée. Il donnait instruction aux hommes d'appliquer la peinture en motifs irréguliers, imitant la façon dont la neige s'accumulait et se fondait dans le terrain, brisant les lignes droites des véhicules. La peinture blanche, avec ses teintes subtiles et sa texture unique, commençait à opérer sa magie. Le travail était frénétique et épuisant. Les doigts des hommes s'engourdirent, leurs mains se tachèrent de peinture, mais ils continuèrent, poussés par un désespoir silencieux. La sueur coulait sur leur front, gelant sur leurs tempes. À chaque minute qui passait, le ciel s'éclaircissait un peu plus, et l'ombre de la mort devenait plus définie. Ils travaillaient comme une équipe bien huilée, Vance passant d'un char à l'autre, ajustant les motifs, s'assurant que le camouflage était parfait. Les Sherman commencèrent à disparaître, non pas littéralement, mais visuellement, leurs contours se fondant dans le fond blanc et gris du paysage hivernal. Le vert olive était remplacé par un blanc opaque et irrégulier qui semblait absorber la lumière,
au lieu de la refléter. Lorsque les premiers rayons de soleil touchèrent la cime des arbres, jetant une lueur dorée sur la neige fraîchement peinte, le dernier Sherman était presque terminé. Le groupe, épuisé et couvert de peinture, recula, observant le résultat de son travail interdit. Là où se trouvaient auparavant 15 géants de métal criant pour attirer l'attention, il n'y avait plus que des formes indistinctes, des ombres blanches qui se fondaient parfaitement dans le paysage. Le camouflage était si efficace qu'à une distance de 100 mètres, les chars étaient pratiquement invisibles. La lumière du soleil, qui aurait été auparavant une condamnation à mort, révélait maintenant le génie de l'insubordination de Vance. Mais la victoire était douce amère. Ils avaient défié le système et les conséquences restaient à venir. Ils ignoraient que le capitaine Sterling s'était déjà réveillé et se dirigeait vers la clairière, prêt pour une inspection matinale qui allait tout changer. L'air du matin, auparavant glacial et oppressant, semblait maintenant vibrer d'une tension différente. Ce n'était pas le froid qui donnait des frissons, mais l'attente de la confrontation imminente. Le capitaine Sterling, avec sa posture impeccable et une carte enroulée sous le bras, émergea de la brume blanchâtre qui rampait sur le sol. Il s'attendait à trouver les 15 Sherman, imposants et vulnérables, attendant l'inévitable. Mais ce qu'il vit le fit s'arrêter, le regard fixé sur la clairière. Là où les chars auraient dû se trouver, il n'y avait que des formes blanchâtres et irrégulières, parfaitement intégrées au paysage enneigé. Ses yeux, habitués à l'ordre et à la clarté, luttaient pour traiter la scène. Il cligna des yeux, essayant de discerner ce qui n'allait pas, ou plutôt ce qui était trop bien. Vance et ses hommes, épuisés et sales de peinture, observèrent d'une distance respectueuse. Le cœur de Vance battait à un rythme martelant, un mélange de défi et d'appréhension. Il avait désobéi à un ordre direct, et la silhouette de Sterling, bien qu'elle ne fût pas celle d'un ennemi, représentait la loi et l'ordre qu'il avait enfreint. Le capitaine se déplaça enfin, marchant lentement vers la clairière. Il s'arrêta devant ce qu'il savait être un Sherman, mais qui ressemblait maintenant à une protubérance naturelle dans la neige. Il étendit la main et toucha la surface rugueuse et froide de la peinture, sentant la texture qui imitait la neige. Un murmure d'étonnement s'échappa de ses lèvres. C'est alors que l'enfer se déchaîna. L'hurlement lointain de l'artillerie allemande, un son que tous connaissaient et craignaient, commença à résonner dans la forêt. Les premiers obus tombèrent à des centaines de mètres de là, soulevant des colonnes de neige et de terre gelée. L'attaque avait commencé. Vance sentit sa gorge se nouer. C'était l'heure de vérité. Si son camouflage échouait, tout serait perdu, et son insubordination aurait été vaine. Sterling, qui avait maintenant levé la tête, sentit également l'impact du son. Ses yeux s'écarquillèrent. Les chars étaient exposés, ou auraient dû l'être. D'autres obus tombèrent, cette fois dangereusement près de la clairière, mais sans encore atteindre les Sherman. L'artillerie allemande, confiante dans ses renseignements et la visibilité des cibles, continuait de bombarder la zone. Des explosions blanches et grises éclataient dans la neige, mais les chars, désormais des fantômes blancs, restaient intacts. Les soldats américains dans les tranchées voisines, qui s'attendaient au pire, observaient dans un silence stupéfait. Ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux, ou plutôt ce qu'ils ne voyaient pas. Les Sherman avaient tout simplement disparu. Sterling regarda Vance, qui s'était approché, le visage couvert de suie et de peinture, mais avec une détermination inébranlable dans les yeux. Le capitaine n'eut pas besoin d'explication. La preuve était là, dans les obus qui manquaient à leur cible, dans la confusion évidente de l'artillerie ennemie qui gaspillait de précieuses munitions. Il vit le miracle de camouflage que Vance avait orchestré, l'acte d'insubordination qui avait, sans aucun doute, sauvé ses 15 chars et la vie de leurs opérateurs. La fureur initiale d'avoir vu ses ordres bafoués laissa place à une sombre compréhension et à un respect réticent. Le bombardement dura encore quelques minutes, mais son intensité diminua progressivement à mesure que les Allemands réalisaient l'inefficacité de leurs attaques. Le silence qui s'ensuivit ne fut pas celui de la paix, mais de la perplexité. Les chars étaient intacts, des vies avaient été sauvées, le carrefour stratégique était toujours sous contrôle américain. La stratégie de Vance avait fonctionné. Il avait enfreint toutes les règles, volé des fournitures ennemies, désobéi à son supérieur et dans le processus avait changé le cours de ce segment de la bataille. Un soulagement palpable se répandit parmi les hommes, mais Vance ne ressentait pas l'euphorie de la victoire. Au lieu de cela, un poids immense s'abattit sur lui. L'adrénaline disparut, laissant un vide, un épuisement qui allait au-delà du physique.
Il regarda ses compagnons qui le dévisageaient avec un mélange d'admiration et de soulagement. Ils étaient en vie. Mais à quel prix? Il avait agi par instinct, par nécessité urgente, mais il faisait maintenant face aux conséquences de son audace. Le fardeau de l'héroïsme anonyme, de l'insubordination nécessaire, était lourd. Il avait sauvé des vies, oui, mais il avait déchiré le tissu de la discipline militaire. Il n'y avait pas de gloire dans son triomphe, seulement la dure réalité d'un homme qui savait avoir fait ce qu'il fallait, mais qui serait jugé pour avoir mal agi. Le capitaine Sterling, observant toujours les chars invisibles, se tourna lentement vers Vance, ses yeux un mélange complexe de gratitude et de sévérité, annonçant que la véritable bataille de Vance ne faisait que commencer. Le capitaine Sterling s'approcha de Vance, le regard lourd. Il n'y avait pas de colère explicite, mais une profonde déception, mêlée à une reconnaissance indiscutable. « Sergent Vance, » commença-t-il, la voix basse mais chargée d'autorité, « vous avez désobéi à un ordre direct. Vous avez volé des fournitures ennemies, agi sans autorisation, et vous êtes mis, vous et d'autres, dans un risque incalculable. » Il marqua une pause, les yeux fixés sur les chars désormais presque invisibles. « Mais vous avez aussi sauvé ces hommes, vous avez sauvé ces chars, vous avez sauvé cette position. » La tension dans l'air était palpable. La punition vint rapidement, mais fut mesurée. Vance fut transféré, rétrogradé, éloigné de la ligne de front vers une lointaine unité logistique où ses compétences spéciales seraient moins perturbatrices. Sterling, dans un geste silencieux de protection, s'assura que la cour martiale soit évitée, que les dossiers soient ajustés pour omettre les détails les plus compromettants de son insubordination. L'acte de Vance fut un secret, un murmure qui ne verrait jamais la lumière du jour dans les rapports officiels. L'histoire officielle de la bataille des Ardennes enregistre la disparition miraculeuse des 15 Sherman comme un mystère de camouflage naturel, une suite d'heureuses coïncidences ou, dans certaines versions, une erreur de renseignement ennemi. L'acte d'héroïsme de Vance est complètement étouffé et enterré dans les archives les plus secrètes, et il ne reçoit jamais de reconnaissance publique pour son audace et son ingéniosité. Son action, qui a sauvé des vies et changé le cours d'un segment de la bataille, demeure une note de bas de page oubliée, un secret chuchoté seulement par les quelques rares personnes qui ont été témoins du courage d'un homme qui a enfreint toutes les règles pour faire ce qui était juste. Préparez-vous à plonger dans l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale et à découvrir la vérité derrière le soldat qui a fait disparaître des chars dans la neige, défiant l'ennemi et ses propres supérieurs. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour plus de récits méconnus sur la Seconde Guerre mondiale. Cliquez sur le bouton « J'aime » et commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé.